Il y a dans les ténèbres de la tente une excitation toute particulière, sans doute celle d'y entrevoir votre lumière. Nous nous étions quittés sous les pleurs des cieux et les cris d'une jeune femme apeurée. Et je me demandais ce qui peut bien vous faire peur, à vous, chers spectateurs. Moi, votre gardien, j'ai la pénible tâche de vous y confronter sans pour autant vous faire fuir. Avez-vous peur du noir, de la mort, du vide ou des profondeurs de l'océan ? Tout ça serait bien légitime. Ou est-ce quelque chose d'autre, de plus enfoui, de plus intime ? Je crois que la peur était la clé de l'affaire des moulins. Mais nos enquêteurs, de par leur expérience, sont appris à la dompter, la dissimuler, l'ignorer même parfois. Alors que parfois, tout comme pour moi, en votre absence, il s'agissait d'y plonger en plein. Je vous souhaite une bonne plongée alors, dans les ténèbres de l'affaire des moulins. À très bientôt, j'espère. Acte 2. Le monstre sur le seuil. Dehors, la pluie redouble d'intensité et le vent mordant ramène les embruns de l'océan jusqu'aux pierres de la maison des Desmoulins. Les volets de la ferme claquent, frappent et s'encastrent comme les battements d'un cœur monstrueux. Tandis que Lucien continuait de marmonner des choses incompréhensibles tout en faisant rouler un œuf entre ses mitaines crasseuses, un cri strident s'est fait entendre, puissant, glaçant, un cri de terreur et d'effroi. Lucien s'est alors exclamé « Bah la bestiole, va pas grailler ce soir !» Ignorant un temps les cris de la jeune femme, Jean-Emmanuel Pierre questionne le simplet. « Oh là mon brave, c'est quoi exactement cette bestiole ?»« Bah la bestiole de la petite Mé, coquin le malin qui noie le gentil. » Puis, Lucien, après avoir répondu, commence à se frotter les yeux frénétiquement. « Vole pas mon œuf, vont pas le noyer !» Au moment où Lucien termine sa phrase et qu'il continue à frotter son œuf frénétiquement, un second cri se fait entendre, plus audible cette fois. Il s'agit bien d'une jeune femme, sans l'ombre d'un doute. « Bah sale brailleuse, va pas le réveiller le coq !» dit alors Lucien. Avec un bel accent français, Jean-Emmanuel Pierre lance à Andrew « Let's check this out !» À l'intérieur de la maison, les cris se sont aussi fait entendre, tandis que les enquêteurs continuaient leurs investigations. Le père Henri-Joseph Frochereau, pour sa part, lance un regard succinct à Madame Claude et à Pierre-André, comme pour chercher leur acquiescement, pour s'assurer aussi qu'il n'était pas le seul à avoir entendu. Puis, il se dirige vers le seuil de la porte, entr'ouvre pour jeter un œil dans la direction supposée du bruit. Surprise, Madame Claude lance sur un ton interrogateur à tous. Il me semblait avoir pourtant compris que l'ensemble de la propriété avait été fouillé par vous-même, inspecteur, et votre collègue Aymeric, n'est-ce pas ? Allons voir. Et elle se dirige vers l'extérieur également. L'inspecteur marque un râle gêné avant d'enfoncer ses deux mains grasses dans son veston. De son côté, le notable monsieur de Jonzac regarde sortir le père Henri et Madame Claude. Il hésite à les suivre, mais le fait que le grenier n'ait pas été fouillé le perturbe. Sa rigueur intellectuelle lui impose de mener une enquête correctement. C'est pourquoi il décide de jeter un coup d'œil au grenier. Il dit au détective « Baliverne que vos superstitions, détective. La seule chose dont vous devriez avoir peur, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, montrez-moi que vous êtes un homme du XXe siècle et allons vérifier de façon sérieuse ce grenier. Après vous, je vous prie. » À l'extérieur, après un long moment à rechercher la source des cris, sous la pluie battante et après avoir fait plusieurs fois le tour de la propriété et avoir remarqué par ailleurs une jolie et ancienne chapelle, les enquêteurs se retrouvent tous, enfin, devant une jeune femme pétrie de peur, recroquevillée devant les portes en bois de la grange. Ils la reconnaissent. Il s'agit d'une des journalistes qui étaient présentes lors de leur arrivée. Elle est jeune, frêle, elle tremble, elle est pâle et s'essuie frénétiquement le visage. Par ailleurs, les plus observateurs remarquent qu'elle a vomi à 2-3 mètres de là. Le père Henri-Joseph s'accroupit avec bienveillance autour de la jeune femme, mettant en évidence sa croix, et lui dit, d'une voix calme et apaisante, « C'est vous qui venez de crier, ma fille ?»« Mon père, juste ciel, Satan a pris demeure ici. Je le jure devant les saints, devant le Christ et devant vous. » Nullement touchée par la peur qui émane de cette jeune femme et suspicieuse de sa présence, Madame Claude reprend. « Voyons, ne dites pas de sottises. Que faites-vous ici ? Vous êtes sur une scène de crime. » Avant de ne répondre quoi que ce soit, le père Henri-Joseph Frochereau, toujours à genoux devant la jeune femme, commence à sonder ses yeux et son âme pour voir si quelque chose cloche dans cette personne, tant par son attitude que par ses tics nerveux,
ou autre? Est-ce un simple traumatisme ou quelque chose d'autre? La jeune femme bafouille, émet un hoquet de nausée et reprend. Je sais, madame. J'ai été bien sotte. Je m'apprêtais à quitter les lieux quand un homme m'a fait signe au loin. Il me montrait la direction de la grange. Je ne sais pas quel diable m'a envoûté, mais j'ai suivi la silhouette et je me suis engouffré à l'intérieur. Vous savez, les temps sont durs pour nous. On ferait n'importe quoi pour un scoop. Mais ce qu'il s'y cache à l'intérieur de cette maudite grange, est la terrible volonté du mal. Pendant ce temps-là, alors qu'il s'approche de toute cette agitation, Andrew prend le temps d'observer attentivement les alentours. Cette jeune femme semble effrayée. Ce n'est pas sans raison. Sans l'ombre d'un doute, le père Rochereau remarque les traumatismes très récents de cette jeune femme, qui a été témoin d'une scène terrible. Elle ne ment pas. Elle est totalement effrayée. « Dites-moi tout, mon enfant. Qu'avez-vous vu? Et cet homme, à quoi ressemblait-il » reprend le père. Il était plutôt grand, je crois. Je n'ai pas vu son visage. Il portait un grand chapeau, oui, comme ceux des soldats américains pendant la guerre. Vous voyez, mon père, lorsque je suis arrivé jusqu'à la grange, il avait disparu. Je suis un homme de foi. Vous pouvez me faire confiance. Racontez-nous tout. Je vous prendrai en confession après cela si nécessaire. Soyez assuré que le Seigneur vous entend. Je prie de tout mon cœur, mon père, qu'avec ce que j'ai vu à l'intérieur, Dieu ne m'abandonne point. Convaincue par les dires de la jeune femme, Madame Claude touche la poche de son manteau où se trouve la photo qu'elle a ramassée dans la maison et où au dos, il y est inscrit « L'Américain ». Elle se radoucit pour tenter de la mettre en confiance et lui demande, la voix douce et encourageante, « Qui avez-vous vu, ma chère ?» Je suis rentré dans la grange, madame, et j'ai pris mon appareil, pensant faire quelques clichés pour le journal. En farfouillant un peu, je suis tombé sur... Et la jeune femme vomit. Madame Claude lui tend un mouchoir et l'encourage à continuer. La jeune femme accepte, tapote avec le mouchoir sur ses lèvres. Merci. Il y a dedans, je crois, les restes des corps que l'inspecteur recherche. Andrew, intrigué par de nombreuses traces de pas dans la boue qui ne sont malheureusement pas traçables, laisse le père Henri-Joseph s'occuper de la curieuse et fait un signe discret à Madame Claude, puis s'avance vers la grange. Madame Claude, touchée par le témoignage de la jeune fille, laisse son mouchoir brodé aux initiales de la compagnie et, ayant vu le signe d'Andrew, lui fait suite pour aller voir également ce qu'il s'y trouve dans cette fameuse grange. Vous comprenez désormais les dangers de la curiosité et de l'appât du gain, mon enfant. Dieu vous aime et ne saurait vous tenir gré d'un faux pas dès lors que vous demandez miséricorde et l'acceptez comme votre sauveur dans votre cœur. Prions ensemble un instant, mon enfant, et Dieu vous gardera, reprend avec douceur le père Rochereau. Il y avait chez lui un talent, un don inné pour trouver les mots exacts afin de rassurer les cœurs fragilisés, comme ceux de la jeune fille. Et tous deux, sous la pluie battante, se mirent à prier. Quittons quelques instants nos enquêteurs qui, sous la pluie battante, s'apprêtent à ouvrir la grange afin de rejoindre monsieur de Jonzac, toujours à l'intérieur de la maison, en compagnie de l'inspecteur. Celui-ci, tout en commençant à grimper sur la vieille échelle en bois grinçante, avec beaucoup d'appréhension, tente de se justifier une nouvelle fois, se retourne, marque un temps, et dit d'un air frêle : « Monsieur, je vous assure, j'ai déjà jeté un œil, y a rien là-haut. »« Allons mon brave, courage, d'une aire !» reprend monsieur de Jonzac. Enfin, les deux hommes arrivent au sommet de la maison, dans les combles. Le grenier est entièrement vide, poussiéreux, plein de toiles d'araignées, de crottes de rats. « Vous voyez, je vous l'avais dit, monsieur, il n'y a absolument rien. » Rien, ou presque. Cela n'a pas échappé à monsieur de Jonzac, mais dans un coin de la pièce, sous un drap noir, dissimulé, se trouve un objet volumineux, peut-être une valise, quelque chose comme ça. Aussitôt, monsieur de Jonzac s'y précipite, retire le voile et laisse apparaître une énorme malle en métal. Après quelques instants, et non sans mal, il parvient enfin à l'ouvrir. À l'intérieur s'y trouvent de nombreux documents, cartes postales, lettres, photos. Parmi tout ce bric-à-brac se trouve une photo étrange de la petite Marie, se trouvant au bord de la mer. Une étrange créature, une silhouette obscure, au milieu de l'océan, semble y surgir. « Vous avez déjà vu ce genre d'animaux ?» demande le notable. « Oh non, ça... baleine peut-être, mais enfin ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. » reprend l'inspecteur. « Il pourrait peut-être s'agir d'un canular, vous savez, il y a des photographes qui le font pour gagner des sous en ce moment. »
Perplexe, Monsieur de Jonzac ne répond pas et continue sa fouille. Il y découvre une profusion étonnante de cartes et affiches publicitaires pour une industrie appelée la Sardinière. Monsieur de Jonzac tend la photographie à l'inspecteur et lui demande « Est-ce que ce lieu vous évoque quelque chose ? Reconnaissez-vous cette conserverie ?» Après quelques secondes, tremblant, l'inspecteur se reprend et dit « Oui, monsieur, c'est la sardinerie, l'unique usine du coin. Ils y font de délicieuses soupes de poisson, ah ça oui, elle n'est qu'à... » Mais il est coupé par un boucan terrible. L'échelle vient de s'écrouler dans le salon, dans un énorme fracas. Aussitôt, Monsieur de Jonzac se dirige vers la trappe pour voir ce qui a fait tomber l'échelle. Mais il ne voit rien. Quelle poisse cette maudite maison! On n'y voit pas plus loin que le bout de son nez. Puis, enfin, un miaulement. L'inspecteur s'exclame soulagé. Dieu soit loué, le chat a dû faire tomber l'échelle à cause de tous ces foutus rats. Puis, l'inspecteur regarde longuement, l'air gêné, Monsieur de Jonzac. Comment on va descendre, monsieur ? En effet, si le notable est plutôt athlétique, l'inspecteur est quant à lui tout l'inverse, et son corps gras et difforme ne supporterait pas une telle chute. Agacé, Monsieur de Jonzac ne répond pas et commence à faire le tour de la pièce pour voir s'il n'y a pas une autre trappe ou un autre accès donnant sur l'extérieur. Il y a bien une fenêtre, oui, faite de verre fragile et usé qui donne sur le toit. Mais la pluie tombe à torrent. Le notable lutte alors pour ne pas perdre son calme et dit au détective « Monsieur, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que vous n'avez pas jugé bon de faire votre travail, à savoir la fouille de ce grenier qui est, je vous le rappelle, une scène de crime. Maintenant, je vais essayer de descendre d'ici en sautant par cette trappe et je peux vous assurer que si je me blesse, ou pire, si je déchire ne serait-ce qu'un pan de mon veston, vous aurez affaire à moi et à la compagnie. Quant à vous, débrouillez-vous. » Puis, Monsieur de Jonzac se dirige vers la trappe et essaye de descendre du grenier. L'inspecteur avale difficilement sa salive, séchée par ses dires. Après quelques secondes d'hésitation et une prise d'élan un peu hasardeuse, Monsieur de Jonzac s'élance et saute. La chute est brutale. Les nombreux débris en contrebas le font trébucher dès sa réception et sa cheville se tord dans un énorme claquement. En constatant la douleur à sa cheville, cette fois, il perd toute convenance et crie « Détective, vous allez me le payer. Tout ceci est votre faute. Si vous étiez allé fouiller ce foutu grenier, je vous garantis que je vous enverrai la note de mon médecin et des soins qui suivront. Je ne veux plus vous voir. Allez au diable, vous et toutes vos superstitions. » Puis il sort de cette maison remplie de sang, tout en boitant et se dirige vers la voiture. Alors que nous quittons notre bougon de Monsieur Jonzac, nous retrouvons nos enquêteurs devant la grange. Quand Andrew ouvre enfin la porte, celle-ci grince et grogne, bloque, puis, enfin, s'ouvre. Une odeur immonde s'en dégage aussitôt. Il s'agit de l'odeur de la putréfaction, de la chair pourrie, l'odeur du mal. Une nuée de mouches s'échappe aussitôt, voilant leur regard. Mais, comme le signalait Andrew, il y fait très sombre à l'intérieur. Il faut quelques secondes aux yeux de l'Écossais pour s'habituer à cette obscurité opaque et collante. Quand enfin, il aperçoit des nuées de mouches virevoltantes au-dessus de bassines et tonneaux ouverts. De ces derniers s'échappent des lisérés rouges. Aussitôt l'Écossais est rejoint et épaulé par le père Henri-Joseph Rochereau. Aussitôt pris de hoquets de nausée, le père Rochereau s'adresse timidement à Andrew. Quels corps sont là-dessous, Andrew? Qui peuvent-ils être? L'Écossais ne répond pas et se couvre le nez avec un mouchoir et s'avance dans la grange. Il cherche une lampe à huile ou autre chose afin d'y voir plus clair. Un peu de lumière nous serait bien utile, mon père. Malgré l'odeur de plus en plus insoutenable, lui qui a vécu l'inimaginable pendant la guerre, il réussit à garder son sang-froid, parvient à allumer une lampe à huile qui se trouvait sur une caisse en bois et découvre avec stupeur l'effroyable contenu des tonneaux. Des organes baignant dans des litres de sang, ce qui semble être aussi des peaux, des yeux et des mâchoires de moutons, ainsi que des têtes de cochons qui, semble-t-il, ont été taillées pour en faire des masques. Jean-Emmanuel Pierre, un peu à l'écart, ressent cependant l'odeur s'échappant de la grange. Il s'écarte un peu de la scène, sort sa pipe. Avec toutes ses émotions, il souhaite déstresser. Quelque chose l'inquiète, au plus profond de lui-même. Le père Rochereau commence à vaciller. L'odeur est si insoutenable que tout commence à tourner. Il est étreint par des suées, des vertiges, et son regard vacille jusqu'à se poser sur le contenu des tonneaux. Il lui semble entendre au plus profond de lui-même une voix dont aucune description ne pourrait décrire la monstruosité. Et celle-ci dit « Mort au faux Dieu ».
Face à l'horreur, Andrew pousse un juron bien retentissant dans son patois maternel, avant de ne se retourner vers le père d'un air faussement stoïque. Nous avons visiblement affaire à un créatif. Mais sous le choc et étreint de nausées de plus en plus terribles, le père Rochereau sort à la hâte de la grange et s'en va s'asseoir à l'extérieur sur un rocher, autour de la chapelle. Il prend de profondes respirations et s'assure, comme il peut, en se disant que cette fois-ci, ses épouvantails ont mis les moyens. Mais rassuré par la présence de la jolie chapelle, il se dit qu'ici, en sécurité, il ne peut être atteint par le démon. Il reprend ses esprits, oui, petit à petit, abrité par la vieille pierre du porche de la chapelle. Ça fait du bien. Il n'y a que le bruit de la pluie ruisselant sur la pierre. Rien d'autre. Qu'il est loin le temps de l'innocence, le temps d'avant, de son enfance en Vendée, d'avant les horreurs de la guerre, car il aurait juré ressentir dans cette grange, à nouveau, l'odeur et le goût des gaz allemands. Les yeux du père s'écarquillent légèrement en se rappelant les effets dévastateurs que ce poison a eus sur son organisme. Mais il s'accroche comme une âme en peine à la pensée de sa Vendée natale, au marais, la brise fraîche de l'Atlantique, pour essayer de se persuader que ce n'est qu'un souvenir traumatique et que ce gaz ne l'atteindra pas ici. Alors que ses narines le brûlent, légèrement, il commence à se concentrer davantage en prenant son chapelet en main. Mais il ne peut s'empêcher de regarder en direction de la grange pour s'assurer que ce n'est que le fruit de son imagination. C'est alors que, bercé par ces douces pensées, ces doux souvenirs de sa Vendée, le père Henri-Joseph semble entendre des murmures s'échapper des fêlures de la chapelle, comme une voix douce, celle d'un enfant qui dirait en rigolant « Jouons à qui se cache à Dieu. C'est moi qui commence, et je compte. 1, 2, 3... » Ça suffit maintenant, votre mascarade. Vous allez voir ce qu'il en coûte d'abuser des croyances du peuple pour assouvir vos pulsions meurtrières. Puis le père, furieux, se lève d'un coup d'un seul de son rocher et se dirige à grande enjambée vers la chapelle, comme s'il avait empoigné immédiatement son courage pour laisser place à la fureur. Tandis qu'il se lève, il continue à entendre les ricanements de la voix de l'enfant, sans doute une petite fille, et quelques secondes après, en arrivant devant la chapelle, il remarque que sa porte est grand ouverte. « Allez mon père, rentrez. Venez voir à quoi ressemble le vrai Dieu. Le vôtre est mort depuis si longtemps. » Revenons un instant à notre grange et sa macabre découverte. De son côté, Madame Claude a suivi Andrew et le père Henri dans la grange. À son approche, elle a senti des frissons lui parcourir tout le corps et engourdir l'esprit. Elle en est d'autant plus bouleversée que cela fait très longtemps qu'elle n'a pas ressenti cette émotion, ni aucune autre d'ailleurs. Mais elle la connaît tout de même, les symptômes de l'aube d'une angoisse paralysante. Elle choisit tout de même de la reléguer au second plan, sans toutefois y parvenir totalement, et s'engage à leur suite dans la grange. Une fois à l'intérieur, elle est saisie par l'odeur du sang et de la chair humaine, en putréfaction. Elle est heurtée aussi violemment que les rochers par les vagues bretonnes en pleine tempête, et n'arrive pas à retenir son haut le cœur et est à deux doigts de s'évanouir. Elle se précipite en dehors pour vomir. Car ce qu'aura aperçu Madame Claude avant de ne quitter la grange est l'horreur absolue. Dans l'un des tonneaux contenant organes et têtes de porc se trouvait une trachée, à moitié brisée, sanguinolente. Sans doute celle d'une pauvre victime du massacre. Pendant que se joue la scène, Lucien commence à nettoyer les différents vomis devant la grange en grondant. « Le vomi, ça va pas nourrir le bête ce soir !» Un mouchoir plaqué sur le visage, Andrew continue son inspection, dans le reste de la grange, une lampe à la main, en priant pour qu'aucune autre horreur ne s'y trouve. Après quelques minutes d'investigation, Andrew, notre Écossais, retrouve dans les débris et les innombrables immondices, pieds de porc, organes en tout genre, nuées de mouches, des seaux contenant des glaires ou une substance visqueuse. Andrew retrouve donc, à côté d'un mouchoir de soie, un petit mot déchiré, tacheté de sang. Sur ce mot, il est écrit « Rendez-vous chez Colette, 3 rue Neptune, Brest, 15h ». C'est d'ailleurs à ce moment précis que les enquêteurs les plus perspicaces auront entendu la voix de Monsieur de Jonzac crier, qui semble être sorti très énervé de la maison des Desmoulins en hurlant sur quelqu'un. Après avoir marqué un temps, du fait des cris de Monsieur de Jonzac, Andrew ramasse délicatement la note et la glisse à l'abri dans son portefeuille. Intriguée par le simple d'esprit, qu'elle suppose être Lucien selon la description de l'inspecteur, Madame Claude lui répond « Mon cher monsieur,
Sachez que j'ai connu de meilleurs jours. À qui ai-je l'honneur? Que tenez-vous donc là? » Malgré sa posture sans grande prestance, elle essaie de se faire la plus charmante possible, persuadée que Lucien, si c'est bien lui, pourra lui en apprendre davantage sur Marie. Madame Claude avait en effet aperçu, tandis qu'elle vomissait, Lucien l'observait. Il se tenait droit comme un piquet, toujours son œuf à la main, et bavait. Lorsqu'il s'est aperçu que Madame Claude prenait conscience de cette observation, il avait alors souri bêtement et dit « Ça nourrit pas le bestiau, ça va, madame ?» Lucien marqua un mouvement de recul. Madame Claude est assez experte dans la lecture des émotions pour comprendre qu'il a craint un instant de se prendre un coup. Sans doute avait-il l'habitude d'être battu quand il s'adressait à quelqu'un. Puis, tout en frottant son œuf entre ses mitaines, il répondit « Jo, madame, dame gentille dame avec le simplet. Je suis Lulu, madame, Lulu le simplet. Ça, madame gentille, c'est mon œuf. Faut pas le casser, madame. C'est le cadeau de la petite Marie. » Il marqua alors un temps, et sur son visage, Madame Claude pouvait lire énormément de tristesse. Ses yeux s'étaient instantanément gorgés de larmes. Madame Claude, perplexe, tenta de capitaliser sur le fait qu'il lui parlait en chaîne, en passant au tutoiement. « Et tu l'aimes bien, Marie, n'est-ce pas? Tu ne voudrais pas qu'elle se fâche? Elle est comment, Marie? » Peu habituée au patois, un mot de leur conversation précédente lui échappe. Aussi, elle lui demande « Dis-moi, Lulu, qu'est-ce que c'est le bestiau ?»« Ah ça oui, madame, je l'aime bien, Marie. Elle est comme vous, Marie, gentille et veut bien me prêter ses jouets. Elle dit que je suis son meilleur copain, la Marie. Oui, madame gentille. » Après avoir marqué un temps, il reprend. « Ah non, madame, vous êtes trop gentille pour le bestiau. Faut pas noyer la madame gentille. Non, 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 non. » Et face à la stupeur de Madame Claude, Lucien commence à se taper frénétiquement le visage. « Faut pas noyer la madame gentille. Bestiau, il veut noyer le Jean, mais pas Lulu. Lulu les bêtes, Lulu les idiots. » C'est à ce moment exact qu'Andrew, après avoir fini son inspection dans la grange, sortit, attiré par les cris de Lucien, et heureux de pouvoir respirer à nouveau l'air frais. Il se rapproche doucement de Madame Claude. Pas certaine de comprendre totalement à quoi il faisait référence, Madame Claude essaya d'insister le plus délicatement et gentiment possible pour en savoir plus sur le bestiau. « T'en fais pas, Lulu, il ne me n'aura pas, j'en ai vu d'autres, tu sais. » Prise d'une soudaine bouffée d'empathie pour ce sympathique corneau à l'air de monstre, Madame Claude enchaîna. « Tu sais comme toi, la guerre ne m'a pas fait de cadeau. » Surprise par sa propre réaction, elle se ressaisit quasi instantanément et enchaîna de nouveau. « J'aimerais bien avoir une conversation avec le bestiau. Tu serais gentil si tu pouvais me dire où je peux le trouver. » Lucien baissa la tête et rougit avant de ne pointer du doigt une direction. La grande route derrière la grange. C'est à ce moment exact qu'Andrew arriva au niveau de Madame Claude. Il observa d'ailleurs très vite la balafre au milieu du visage de Lucien. Vu son âge, il était fort à parier qu'il s'agisse d'une blessure de guerre. Mais c'est au moment où Andrew se mit au niveau de Madame Claude que Lucien marqua soudainement un geste brusque de recul, empoigna son balai et dit « Faut pas écouter celui qui parle comme l'anglais, avec le chapeau, veut voler l'œuf de Marie. » Et il décarpit comme un lapin. Posté devant les portes de la chapelle, Henri-Joseph Rochereau marque un temps, jette un œil aux alentours pour voir qui est là, appelle un instant. « Y a quelqu'un ?» Puis pénètre à l'intérieur de la chapelle. Il n'y a plus personne dans les environs. Des traces de pas, c'est vrai, sans doute celles des enquêteurs. La voie s'est arrêtée, la porte est grande ouverte. À l'intérieur, il y a un petit autel saccagé, beaucoup de gros sel sur le sol. La croix du Christ Sauveur est retournée. Enfin, des choses ont été inscrites sur les murs, sans doute avec du sang. On peut y lire « Marie ». Voyant la croix retournée, le père Henri-Joseph Rochereau se précipite pour la remettre à l'endroit et se signe. « Pardonnez-moi, Seigneur, et pardonnez ces égarés. Que ce lieu soit remis en ordre et que votre volonté soit faite. » Puis, en reprenant son souffle, examine plus attentivement la pièce, notamment les inscriptions au mur, afin de savoir quand elles datent et comment elles ont été faites. Alors qu'il examine la pièce en écrasant le gros sel sous ses pieds, il entend à nouveau les rires d'une petite fille, derrière lui. Puis, dans un fracas, la porte de la chapelle claque et se ferme, le plongeant dans l'obscurité totale. À bout de souffle, paniqué, le père saisit alors directement une lampe à huile et tente de l'allumer avec hâte, tout en s'écriant « Qui êtes-vous? Et où êtes-vous? Montrez-vous, enfant du malin !» Est-ce alors la panique, le vent qui s'engouffre à travers les fêlures de la pierre froide, mais il met quelques secondes à réussir à allumer cette foutue lampe qui, pour couronner le tout, chancelle et balance entre ses doigts en couinant. Quand elle s'allume enfin,
Les bruits cessent, les voix également. Mais après quelques secondes, il aperçoit une ombre, une silhouette, celle d'un enfant, sans nul doute, projetée sur le mur de la chapelle. La silhouette semble figée sur cette pierre froide et glaciale, mais sa tête se penche de gauche à droite pour observer le père qui, pétri de peur et d'effroi, reste stoïque au milieu de la chapelle, sous le regard de son Christ sauveur. Enfin, il nous semble apercevoir les yeux de cette silhouette, de cette ombre projetée, cligner. Puis elle se fige, et l'esprit maléfique reprend. « Mon père, je vous en prie, sauvez-nous. Les vivants ne nous entendent pas. À part la petite Marie, tous les autres nous ignorent. Vous nous voyez, vous nous entendez. Ne nous abandonnez pas, comme vous avez abandonné les autres. Cette fois-ci, je vous en prie, sauvez-nous. Ils vont tous nous noyer. » Écran noir. Quelle drôle d'histoire tout de même, qu'un prêtre entendant des voix, pourvu que celle-ci ne reste impénétrable, tout comme la voix de son Dieu. À très bientôt, chers amis. Et d'ici là, bien entendu, prenez bien soin de vous, et que l'horreur commence.